le professeur Jean-Claude Tshibangou est le président national du Rassemblement des démocrates. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le Rassemblement des démocrates, c'est un parti politique? Un parti politique. Qui existe depuis combien de temps maintenant? Depuis 1993, Waouh! au plus fort de la crise politique congolaise, zaïroise à l'époque. Moi, j'en suis un des cofondateurs. L'initiateur, c'est feu le professeur Félicien Tshibangou Tshasukalala, l'homme du triangle de l'époque. Et voilà. Ça, c'est très bien. Et vous vous alignez plutôt de quel côté? Opposition, majorité en ce moment? Vous avez des élus? Oui, non, nous nous sommes lancés aux élections sous la couverture de l'Union Sacrée. Et n'empêche que l'Union Sacrée, c'est une plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants. Ben, les gagnants, ils se comportent comme des gagnants et les perdants, ils sont mis à l'écart. Mais n'empêche que chaque parti politique, membre de l'Union Sacrée, garde son autonomie fonctionnelle et même son autonomie de volonté. D'autant plus Donc que on vous soutient avez... ce qui est soutenable et on ne soutient pas ce qui est défendable. Mais vous avez contribué aussi à la victoire du président de la République. Effectivement, en fait, nous avons soutenu le chef de l'État pour deux raisons, nous au Rassemblement des démocrates chrétiens. D'abord, parce que c'est le fils du Sphinx. Parce que le parti est parti de l'époque, c'est le fils du Sphinx. Et nous avons estimé que, puisqu'il a été aux côtés du combat de son défunt père, c'est qu'il est la personne la mieux prédisposée à continuer l'œuvre, le combat du père. La deuxième raison, c'est le fait que le chef de l'État ait dédié la nation à Dieu. Parce que nous sommes un parti chrétien, nous sommes attachés aux valeurs chrétiennes. Et le fait qu'il ait dédié la nation à Dieu, nous avons compris que la seule personne qui peut faire la différence entre le bien et le mal et faire le bien, c'est celui qui craint Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est d'excellentes raisons. Et vous avez suivi, comme nous tous, la rentrée parlementaire qui a vécu à Kinshasa depuis ce lundi. Il y a des séances, notamment aujourd'hui, il y a eu une plénière au niveau de l'Assemblée nationale après le discours. Le président Vital Kamerhe séjourne en Afrique du Sud pour des raisons de travail, justement. Mais les discours sont encore très frais dans les têtes. Ouais. Vous, au niveau du Rassemblement des démocrates chrétiens, comment avez-vous pris ce qui a été dit? Déception. Déception. Nous avons été déçus. Par quoi exactement? Par quel point? Nous avons suivi le même discours. Parce que, vous savez, ici au Congo, on a trop parlé français, plus que même les Français de la France. Mais ces discours-là, en français, n'ont jamais pu faire atterrir la cuisse de poulet dans l'assiette du puits des Munis. En fait, le peuple congolais est comme un enfant. Il ne comprend pas tous ces Français-là. Un enfant, le seul langage qu'il comprenne, c'est le pain le matin. Le seul langage, c'est un logement. Le seul langage, c'est une couverture parentale. Mais le peuple congolais est pareil. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est la présence de la cuisse de poulet dans son assiette. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est l'accès à l'eau potable. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est l'accès aux soins de santé, au logement. C'est le seul langage. Mais tel que j'ai suivi, j'ai compris. Vous savez, les Congolais lambda, ils ne comprennent pas ce langage. Mais nous qui comprenons un peu le français, ce langage, nous nous sommes dit peut-être qu'on s'attendait à un discours du genre réduction de train de vie des institutions. Un discours du genre réduction du nombre des policiers affectés, commis à la protection des chefs de corps. On me dit que le président de l'Assemblée nationale a au moins une centaine de personnes à sa garde. S'il faut faire la somme de tous les chefs de corps, il y a tout récemment, il y a eu un attentat à sa vie quand même, il y a à peine quelques semaines. Donc est-ce que ce n'est pas un tout petit peu légitime? C'est pour autant, c'est pourquoi il faut les politiques publiques pour éviter ça. Il faut les politiques publiques pour éviter ça. La police, elle est là pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. Donc, ce n'est pas nécessaire de pouvoir immobiliser un nombre exagéré. Et si vous faites la somme de tous les chefs de corps, c'est la police qui est vidée. Moi, je pensais entendre ce genre de discours. J'ai entendu au niveau du Sénat où on est en train d'envisager de construire un bâtiment propre au Parlement, alors qu'il y a des priorités. Moi, nous avons estimé que ça, c'est un manque de sens, de priorité.
Ça, c'est de votre côté, donc le bâtiment, c'est pas le plus important. La sécurité et le social n'ont pas été évoqués. C'est ce que je dis. D'ailleurs, je voudrais ici profiter de l'occasion pour rendre hommage à un grand homme qui nous a quittés, le professeur, le secrétaire général académique honoraire de l'université de Kinshasa, le professeur Kanyako Kodé, qui est parti en toute clandestinité, qui est parti dans la pauvreté historique. Vous savez, la grandeur d'une nation, la grandeur d'un État ne se mesure pas seulement par sa superficie, par sa démographie, par ses infrastructures, mais aussi et surtout par la qualité de sa population. Et la qualité suppose la formation. Et les véritables acteurs de cette formation, ce sont les professeurs. Mais regardez comment est-ce qu'ils meurent dans la clandestinité. On n'en parle pas. Mais j'ai vu, on a honoré les footballeurs. J'ai vu, on a honoré un boxeur. Et mais pourquoi est-ce que le président de la République ne peut pas recevoir les professeurs d'université pour éviter que l'on meure dans ces conditions-là, en toute clandestinité, en toute situation de précarité? Moi, je n'ai rien contre tout ce monde-là. Mais quand même, si on veut être un État de qualité, où il y a une population de qualité, même en Chine, aujourd'hui, c'est la qualité de la population chinoise qui fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faudra quand même quelque part qu'on s'occupe des enseignants. Et là, je laisse intervenir votre question sur le social. Le social. Et je parle de nous, professeurs, parce qu'il s'agit de nous. Les autres médecins, ils pourront parler d'eux. Et les pays qui ont compris, ils ont mis un budget conséquent dans la formation, dans la santé, parce qu'un médecin, pour avoir une enveloppe assez consistante à la fin du mois, il faut qu'il fasse au moins 6 hôpitaux par jour. Un enseignant, un professeur, il faut qu'il fasse au moins 5 universités. Mais c'est prohibitif. Moi, je n'ai jamais vu. Mais vous voyez, dans l'hémicycle, quelqu'un à peine qui sait écrire le nom de sa grand-mère ou à peine descendu d'un arbre, il touche 31 000 $. Ça, c'est... Non, ça, c'est quel chiffre, ça? Ça, c'est le salaire de qui? Et selon quelles informations? C'est long, mais nous sommes au Congo. La dernière fois, personnellement, j'ai entendu un député, je peux le citer parce que c'était une émission publique, solidaires. Monsieur Mapamboli, je crois, Flory, qui a dit qu'il ne gagne que 5 000 $ maximum. Mais qu'on nous le montre Maximum visiblement. Pourquoi est-ce qu'on cache? On ne gagne que 5 000 $ et on parle des invisibles. Pourquoi dans un traitement, on peut parler d'invisibles? Nous, un professeur d'université, on sait qu'on touche 2 000 $ au taux de 9 500, 9 600. Et vous faites la somme, ce n'est même pas 2 000 $, c'est à peine 1 200 $. Vous voyez dans quel contexte on se trouve. Alors nous, qui arrivons dans le métier, dans la profession, qui voyons vers où nous allons, quand nos aînés sont en train de mourir, la manière dont nos aînés sont en train de mourir, qu'est-ce que l'on met dans notre tête et dans notre... C'est vrai que ça n'encourage pas, ça ne donne pas envie. Mais bon. Mais il y a des gens qui se permettent, autant moi j'ai jamais imaginé, les gens qui se disent représentants de la société, mais ils vivent mieux que cette société-là. Okay. J'ai suivi le discours de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, à l'installation du bureau. Il a dit qu'il allait, sa préoccupation, c'est redorer le blason du député. Moi, je pensais qu'on parlerait de redorer le blason de la population. Non, mais ça, c'était un discours, on va mais dire, non, on peut pas dire ça. De propagande, pour que les élus puissent lui accorder cette place-là. Il va passer le temps à yoyoter la crinière des députés et passer à côté de l'essentiel qui est l'intérêt général. Bon, on en reparlera. Vous êtes très critique, très dur à l'endroit des politiques et on ne vous le reproche pas parce que... Oui, la situation est un peu difficile actuellement. Pas un peu, mais elle est difficile actuellement au niveau du pays. Mais il y en a qui se distinguent dans l'opinion. Par exemple, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est applaudi de gauche à droite. Vous, en tant que professeur, avec votre esprit critique, que pensez-vous de tout ce qu'il entreprend, que ce soit en termes de visibilité ou des réformes ou autres? Bon, quelque part, je lui donne raison. Et quelque part, je lui donne tort. On vous écoute. Tort, d'abord, parce que dans sa démarche, il y a des moments où il met le pied là où il ne faut pas. Parce que, comme vous le savez, le ministre de la Justice n'est pas l'autorité hiérarchique du magistrat. Son autorité se limite qu'au niveau du pouvoir d'injonction.
Et son pouvoir d'injonction n'est qu'indicatif. C'est-à-dire qu'il se limite à dire, à demander au Conseil supérieur de la magistrature ou bien au procureur général de la République d'ouvrir une action disciplinaire ou d'ouvrir une information. Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'autorité hiérarchique, qui a un pouvoir de décision. Si le ministre veut avoir un pouvoir effectif, il faut qu'il propose des réformes dans ce sens-là. Mais on voit des moments où ils sont en train de se rentrer dedans et ce contexte-là de contradiction entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice ne plaît pas aux gens qui regardent parce que ce sont les deux acteurs qui doivent militer pour que la justice puisse rentrer dans l'ordre. Là où je peux lui donner raison, là je mets ma toge de professeur de côté, je mets ma toge d'avocat de côté, je parle en tant que politique. Vous savez, il y a des moments, il faut quelque peu violer la loi pour remettre de l'ordre. Vous vous souvenez à une certaine époque, parce qu'ici au Congo, il faut vraiment imprimer à nos lois une véritable dimension de sanction, parce que le Congolais n'écoute pas. À une certaine époque, dans le taxi, on se mettait à 2 devant et 4 derrière. C'est plus le cas aujourd'hui. Taxibus, etc., c'est grâce à la chicotte. Or, la chicotte, c'est interdit. Okay, même à l'époque du général Kanyama, je me souviens, il trouait les pneus des gens qui prenaient le sens unique. Mais ça, c'est pas encore fini. Ça c'est pas encore fini, mais vous voyez qu'il faut de temps en temps forcer la main, violer la loi pour que les gens reviennent à l'ordre. Et là où je dis qu'il est vraiment actif, mais ce qui est étonnant... Il force la loi où? Parce qu'on dit que ce ne sont que des coups de com'. Il y en a qui disent que c'est du populisme. Il est juste en train de construire son image, sa carrière politique. Il est jeune. Et d'ici là, comme c'est la fin, c'est le dernier mandat de Félix Tshisekedi, il va se représenter comme candidat président. Pourquoi pas? Et il n'aura pas 0 ou 1% comme c'est fait en 2023. Moi, je ne suis pas de cet avis. Parce que c'est un secteur très complexe et le président de la République, il a même dit que la justice est malade. Vous, en tant qu'homme de droit, quand vous entendez ça, ça vous fait quoi? Vous êtes un homme de droit, vous avez votre toge, remettez votre toge. Il y a des moments, j'ai envie de raccrocher même cette toge que vous me remettez devant des situations, des comportements de certains magistrats. Je ne dis pas tous les magistrats, certains magistrats. Et même les personnes que Moutamba doit combattre, mais elles sont avec lui au gouvernement. Ça sera difficile pour lui. Et d'ailleurs, ça m'étonne. Je ne sais pas si les personnes qui ont proposé ce choix-là, de Moutamba, ils voulaient peut-être le frapper d'un perpétuel silence. Parce qu'on se dit, bon, puisqu'il a trop bavardé, dans son bavardage, dans ses discours, il a peut-être dérangé certaines susceptibilités. On lui dit, ok, on le place là, et on lui prive des moyens de sa politique. Pour que lorsqu'il échoue, on va lui brandir chaque fois qu'il parlerait de son échec. Moi, je me mets dans ça. Mais s'il faut aller à côté, j'ai compris qu'il a surpris. Il a surpris parce qu'on ne l'attendait pas là. Au fait, on l'attendait peut-être à l'échec. Moi, ça m'étonne, au niveau du gouvernement, il n'y a pas un appui dans un sens ou dans un autre. Parce que moi, je considère que si on veut... Mais le gouvernement doit sentir qu'ils sont solidaires dans ce qu'il vient de vivre, le ministre d'État, le ministre de la Justice. Il faut qu'on ressente la solidarité de ce qu'il vient de vivre, vous voulez dire l'empoisonnement? Empoisonnement et tout ce qui se passe le gouvernement etc. Lui, il a signé un communiqué qui dit que c'est le gouvernement qui l'a envoyé à l'étranger pour se faire soigner. Un ministre, un communiqué monté au créneau pour condamner ce qui lui arrive. Je n'ai pas suivi, à moins que les choses se passent à notre insu. Non, vous n'avez pas tort. Publiquement, non. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je pensais peut-être que, comme à l'exemple d'Alinguete, puisque ce secteur-là, c'est un secteur très complexe, il allait peut-être recevoir le soutien du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a besoin que quand même ce secteur-là, parce que comme on dit, la justice élève une nation. Si nous avons une justice juste, équitable, je pense que le reste ne sera que du gâteau. C'est pas faux, mais on parle justice, on parle aussi politique, vu tout ce qui ne marche pas. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023, Martin Fayulu, président national des LCD, peut-être dernier leader de la coalition Lamuka,
appelle à un dialogue, à une cohésion nationale. Le gouvernement a à peine 100 jours. Certains voient ça d'un œil de gourmandise. Hein. Il est gourmand, il veut manger la part du gâteau parce que bon, il a fait dans l'opposition radicale, l'âge avance, il a peut-être épuisé ses économies, il veut récupérer un peu. D'autres disent que c'est effectivement ce qu'il faut faire parce qu'on a un ennemi commun désigné par Félix Tshisekedi, c'est le Rwanda. On ne doit plus s'entretuer en interne pour combattre ensemble afin d'obtenir la victoire. Quel est votre avis au niveau du rassemblement des démocrates chrétiens? Comme vous le dites, nous sommes le rassemblement des démocrates chrétiens. Ça veut dire que nous sommes attachés aux valeurs démocratiques, aux valeurs chrétiennes, qui sont notamment la liberté d'opinion, la liberté d'esprit, la liberté de cœur, l'amour, la solidarité. C'est ce qui fait que nous nous inscrivions dans le schéma du dialogue. Vous savez, mon cher frère, le serpent est entré dans la maison. Lorsque le serpent entre dans votre maison, je ne pense pas que vous allez trouver le sommeil. Alors il faudra que les membres de cette maison-là puissent se liguer pour neutraliser le serpent et le mettre hors d'état de nuire. Vous savez, le Congo, l'histoire nous renseigne que le Congo n'a jamais atteint le niveau de concrétisation de la balkanisation comme aujourd'hui. Lumumba, à l'époque, il a condamné en 1959 ce projet, ce plan de balkanisation. Et qu'est-ce que les auteurs de ce plan de balkanisation ont pu réaliser matériellement depuis 1959 jusqu'à ce jour? Et qu'est-ce que nous, en face, qui avons aussi suivi Lumumba, qu'est-ce que nous avons réalisé en termes de réaction pour barrer la route à ce plan? Rien du tout, parce que les efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement n'arrivent pas à mettre fin à l'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Le serpent est dans la maison. C'est pourquoi lorsque le pays est agressé, l'histoire nous renseigne que la mobilisation de toutes les forces vives de la nation demeure une solution. C'est pourquoi on en appelle au dialogue, c'est-à-dire, puisque le problème persiste, il faut aller en profondeur, saisir le problème et essayer d'étaler un système de réponse adéquate. Donc, au fait, le dialogue, ce n'est pas pour le partage de pouvoir. Justement, c'est ce que je voulais dire. Peut-être parce que les rassemblements des démocrates chrétiens ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Alors, il faut gratter peut-être un petit poste quelque part. Alors, on fait table rase de tout ce qui a été fait, même si ça vient à peine d'être fait. On est à peine à 100 jours de l'installation du gouvernement séminaire que déjà on demande un dialogue. Vous avez vu dans quel contexte ce gouvernement ou les institutions se sont installées? En toute lenteur, alors que nous vivons un état d'urgence. Tout devrait se faire en urgence. Quand vous regardez l'attitude ou le comportement, nous observons que je ne pense même pas qu'ils croient à ce changement-là, tout ce monde-là. Alors, on ne voudrait pas être enfermé dans une dictature d'une certaine majorité parlementaire ou d'une certaine union sacrée, ok, jusqu'en 2028. Il faut s'arrêter parce qu'il y a déjà eu un mauvais départ par rapport au déroulement des choses. Il faut revenir à la ligne de départ, repenser la manière de se relancer. Comme ça, celui qui viendra après 2028, il trouvera les balises déjà installées et il ne pourra que suivre. Vous parlez de celui qui viendra après 2018. Le chef de l'État, le FCC, a dit de son côté que ce dialogue évoqué déjà maintenant est justement un jeu du pouvoir pour prolonger le mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, jusqu'au-delà de 2028. Ben, ça, c'est son opinion. Et moi, je ne peux pas être enfermé dans ce choix-là et je ne peux pas aussi vouloir être enfermé dans un choix. Nous pensons selon que nous pensons. Mais vous savez que lorsque vous êtes en froid avec votre épouse et que vous avez passé une semaine, un mois, ça arrive, hein, sans vous adresser la parole, mais vous dormez dans la même maison. Mais il arrive qu'à 2 h du matin, votre seul enfant, votre enfant unique, pique une crise. Vous voyez votre femme se démener pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est vous seul qui savez, vous connaissez l'endroit où placer la clé de contact, où est l'argent. Vous restez là en attendant. Vous imaginez le scénario? À l'époque de Mobutu, il a dit qu'il pouvait même pactiser avec le diable, juste pour l'unité nationale.
Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Si vous posez la question à Kabila, il va vous dire ce qui lui motive, c'est le bien-être du peuple congolais. Vous posez la question à Tshisekedi, le bien-être, président Tshisekedi, le bien-être du peuple congolais. Vous posez la question à tout ce monde-là, ils vous répondront la même chose, le bien-être du peuple congolais, c'est qui motive leur démarche, leur politique. Mais si tous, ils militent comme idéologie, ils nourrissent comme idéologie le bien-être du peuple congolais, pourquoi on devra se séparer? Je pense qu'on devra, comme un seul homme, regarder le problème de l'Est. Nous sommes faibles à l'Est parce que nous sommes divisés en interne. Et l'ennemi trouve du répondant en interne. Le jour où, comme un seul homme, nous serions derrière un seul homme, en face de ce problème-là, je crois qu'il y aura une solution. Et ça peut se trouver dans un cadre bien défini. C'est pourquoi nous allons dans le sens du dialogue et nous portons caution pour convaincre à l'effet de la matérialisation de ce projet. Merci beaucoup, professeur Jean-Claude Tshibangou, président national du Rassemblement des démocrates chrétiens, pour votre analyse sur toutes ces questions. Vos réponses ont été pertinentes. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va passer à notre deuxième invité, c'est un analyste politique. Il s'agit de Albert Oumba. Il va également parler des 100 jours du gouvernement Smino.